20h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. À Obok, les compétitions de sport de plage sont à l'honneur. Des compétitions organisées par le secrétariat d'État au sport. Et l'Inde vise à nouveau la Lune avec le lancement réussi de la fusée Chandrayaan 3. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé en début de soirée aujourd'hui à Nairobi, la capitale du Kenya, pour prendre part aux travaux de la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux qui s'ouvrira donc demain à Nairobi. Cette réunion qui se tient pour la 5e année consécutive vise à renforcer la coordination et la coopération entre les différentes entités pour offrir une plateforme solide en vue de discuter des défis économiques communs entre les États membres de l'Union africaine et d'échanger des informations et des bonnes pratiques pour développer des stratégies conjointes pour promouvoir le développement régional et continental. À son arrivée à l'aéroport international de Jomo Kenyatta, le président de la République a été accueilli chaleureusement par les hauts responsables kenyans. Après avoir été accueilli avec enthousiasme, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a ensuite été invité à signer le livre d'or qui est un symbole traditionnel de l'hospitalité et du respect accordé aux personnalités et aux invités de marque. Lors de la réunion de demain, les chefs d'État et de gouvernement des pays participants discuteront de divers sujets, notamment de la sécurité régionale, de la promotion du commerce et de l'investissement, de l'intégration économique, de la connectivité des infrastructures, de la gestion des ressources naturelles et des possibilités de coopération entre les pays et les régions. Cette réunion de coordination semestrielle revêt une importance particulière pour faire un inventaire général des défis régionaux et mondiaux sans précédent, les changements climatiques, les défis économiques nécessitant une action collective et une coordination accrue entre les pays africains. Et la participation du président Guelleh témoigne de l'engagement de Djibouti envers la coopération régionale et l'intégration africaine. En tant que leader africain, le président Ismaël Omar Guelleh joue un rôle clé dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable de la région. Le chef de l'État a conduit une importante délégation, notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant de Djibouti auprès de l'Union africaine, ainsi que le directeur des relations multilatérales au ministère des Affaires étrangères, le président des autorités des ports de zone franche de Djibouti et la conseillère diplomatique du président, et tous donc étaient présents à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État. Dans l'actualité également, la 2e édition des sports de plage organisée par la sous-direction régionale d'Obok sous l'égide du secrétariat d'État au sport s'est tenue hier à Obok en présence du secrétaire d'État au sport Hassan Mohamed Kamil, du préfet d'Obok, Moussa Adel Migane, ainsi que du vice-président du conseil régional Ahmed Ali Mohamed. L'événement a proposé différentes activités telles que le beach handball, le badminton et la natation, la plage étant inondée par de nombreux jeunes Obokois passionnés de sport de plage et désireux de participer à cette journée sportive. Cette 2e édition des sports de plage à Obok a été un véritable succès, réunissant les jeunes de la région autour d'une journée d'activités sportives et de loisirs. Elle témoigne également de l'engagement du secrétariat d'État au sport en faveur du développement des sports et de la promotion d'un mode de vie sain auprès des jeunes. Nettoyage et tout ça, ils ont aussi nivelé, ils ont aménagé l'espace pour que ces jets se déroulent dans de bonnes conditions. Donc nous exhortons que la jeunesse se conscientise et la sous-direction aussi sensibilise
afin que cet environnement, cet espace, cette RGDG soit bien sauvegardé et que cette activité se pérennise aussi chaque année et ça soit automatiquement soit organisé. Écoutons également l'intervention du secrétaire d'État au sport. De plage et qui est combiné aussi avec un tournoi qui s'est déroulé à Dalayaf, Omnisport. Aujourd'hui, nous avons le jeu de plage. Ça veut dire tout autour de la plage, il faut animer. Il y a le handball de plage, il y a la natation, et le badminton de plage. Donc, c'est des activités qui sont tout autour de la plage. Et comme les Obokois et les gens de Tadjoura peuvent bénéficier de la mer, il faut aussi s'acquitter aussi des autres activités. Et on a eu la première édition l'année dernière, aujourd'hui c'est la deuxième édition. Donc bravo à tous les organisateurs, bravo à l'équipe d'Oborg qui a organisé ça. Merci pour le préfet d'être là. Merci monsieur le président du conseil régional adjoint. Donc bravo à tout le monde. Et le ministre délégué à la décentralisation, Kassim Haroun Ali, a clôturé sa visite de travail au Rwanda du 10 au 12 juillet 2023 suite à une invitation qui lui a été envoyée par son homologue rwandais, ministre de l'administration locale. Cette mission de travail qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays a donné l'occasion aux deux parties de préparer et finaliser ensemble l'accord cadre qui constituera le socle de la coopération entre les deux ministères, un accord cadre qui fait partie intégrante du mémorandum d'accord qui sera bientôt signé entre notre gouvernement et celui du Rwanda. Durant cette visite de travail, le ministre a eu des entretiens avec les différentes parties en charge de la politique de décentralisation au Rwanda. Le secrétaire général de l'Éducation nationale, Mohamed Abdel Mahyoub, a présidé la deuxième réunion du comité de pilotage du projet sur la scolarisation des filles. Cette réunion s'est tenue dans le but de faire le point sur l'avancement du projet et de discuter des prochaines étapes à suivre. Plusieurs acteurs ont participé à cette réunion, dont la directrice de l'Agence française de développement. Et des représentants de l'UNICEF ont également pris part à la réunion. Ils ont présenté les actions menées par l'organisation pour promouvoir la scolarisation des filles et ont souligné l'importance de la collaboration entre les différents acteurs pour atteindre cet objectif. Enfin, des cadres des différents ministères concernés ont fait part de leurs initiatives en faveur de la scolarisation des filles. Ils ont évoqué les mesures prises pour améliorer l'accès des filles à l'éducation, telles que la construction de nouvelles écoles, la formation des enseignants et la sensibilisation des communautés. Le secrétaire général de l'Éducation a salué de son côté les efforts déployés par tous les acteurs et a souligné l'importance de continuer à travailler ensemble pour garantir l'accès à l'éducation pour toutes les filles. Il a également annoncé la mise en place d'un plan d'action pour renforcer les actions en faveur de la scolarisation des filles et a invité tous les participants à y contribuer activement. À l'instar des pays du monde, la République de Djibouti vient de connaître une période estivale de forte chaleur. Et d'ailleurs, la première semaine de ce mois de juillet a été jugée la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la météorologie des Nations Unies. Une chaleur torride donc qui est ressentie ces derniers jours après que plusieurs records de température journalière aient été atteints et battus même au mois de juin, où le mercure a déjà fortement grimpé. Afin de mieux gérer la situation résultante et l'impact du phénomène climatique sur le vécu de nos concitoyens et collecter leurs opinions sur le sujet, nous avons notre équipe a tendu le micro aux habitants. Résultat, les citadins que notre équipe a rencontrés étaient nombreux et tous nous ont raconté combien ces derniers jours la chaleur était torride et insupportable.
Et pour plus de précisions concernant cet événement, donc cette chaleur torride que l'on rencontre à chaque saison chaude, avec nous sur ce plateau, le responsable service météorologique aéronautique, Ali Haider Mohamed Ali. Bonsoir, monsieur le responsable. Alors, quelle est la situation météorologique ici à Djibouti? À quoi l'on pourrait s'attendre les prochains jours? Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je peux te dire que la chaleur à Djibouti actuellement, on sentit beaucoup de chaleur. Ce n'est pas uniquement à Djibouti, mais c'est dans le monde entier et qui existe ces chaleurs. Ce qu'on appelle les phénomènes, le réchauffement climatique est en partie responsable de ces fortes chaleurs, mais il n'est pas les causes. L'Organisation mondiale météorologie mondiale a déclaré que le Nino, un phénomène particulier caractérisant par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie de l'océan Pacifique Sud, contribuant au changement de régime climatique dans plusieurs régions du monde. Donc il y a l'arrivée El Nino, El Nino et El Nina, le phénomène d'El Nino. El Nino, c'est un mot espagnol, c'est-à-dire garçon. El Nina, c'est une fille. C'est le nom qui est appelé par espagnol. Donc, El Nino, ça nous donne beaucoup de réchauffement climatique et qui nous donne beaucoup de chaleur parce que dans l'océan Pacifique, la température de surface est grimpée, vraiment, ça a augmenté. Et dans le monde entier, ça sentit beaucoup. Et pourquoi El Nino, pour nous, ça nous donne beaucoup de chaleur, mais dans d'autres pays, peut-être ça donne beaucoup de pluie, inondations totales, tout ça. Mais dans notre région, surtout Afrique de l'Est, nous a donné beaucoup de chaleur, surtout Djibouti et un peu de Somalie. Mais la pluie, cette année, Inch'Allah, je crois qu'on attend toujours la pluie, mais cette année, il est en dessus de normal. Cette année, il est moins que l'année dernière. Les précipitations seront beaucoup moins que l'année basses dernière. Que l'année dernière. Oui. Donc cette année, on attend toujours karma, on attend toujours karma, mais la pluie toujours, ça sera faible par rapport à l'année dernière. Alors nous savons que la chaleur en cette période d'été a touché beaucoup de Djiboutiens qui en souffrent, et surtout les personnes âgées et les moins jeunes, les enfants et les nourrissons, les bébés. Quel conseil donnerez-vous donc à ces populations? Oui, je peux vous donner tout d'abord avant d'arriver à ça, je peux vous donner le maximal à Djibouti. Hier, c'était à 37,0, aujourd'hui, c'était 37,2. Aujourd'hui, la température maximale, 39,5. Donc, des jours, ça va, la température, ça diminue un peu. Mais avant, c'était vraiment 43, 45, comme ça. Le maximum à Djibouti, maintenant, 46,5 degrés. Donc, dans les préfectures, Akhta, 40 degrés. Ali Sabih, 38 degrés. Dikil, 41 degrés. Tajora, 43 degrés, et Obok, 44 degrés. Donc, ça fait beaucoup de degrés, il y a beaucoup de soulèvements de température. Donc, ça se voit qu'il y a beaucoup de changements climatiques. Et ça dû à cause des changements climatiques. Donc, grosso modo, on peut dire que pour les gens qui sont plus âgés, on peut leur dire qu'il ne faut pas se promener, surtout le matin jusqu'à midi, 13h, 14h. Donc il faut rester toujours à l'ombre, il faut boire beaucoup d'eau, et il faut être vigilant aussi. Et du côté de la mer aussi, il ne faut pas que les pêcheurs ils partent pour pêcher à la mer. Donc il y a un garde-côte qui est déjà surveillé par ça. Les gardes-côtes, toujours, ils demandent avis à la service météorologie. Ils nous demandent toujours, on les conseille toujours, il ne faut pas partir le matin jusqu'à 15h. À partir de 15h, il y a une diminution des températures. Donc la température diminue, donc les vagues et tout ça, ça diminue. Marca, c'est favorable pour les pêcheurs.
Merci pour toutes ces précisions et tous les éclaircissements que vous avez apportés par rapport à ce sujet. C'était M. Ali Haïdar Mohamed Ali, responsable service météo aéronautique. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est à Dans vous de la me suite remercier. de l'actualité, en période de forte chaleur, des précautions sont vitales. Les nourrissons et les personnes âgées, ainsi que les personnes atteintes de maladies comme les insuffisances rénales, sont les plus exposées, comme nous l'explique ici le médecin spécialiste de ces maladies à l'hôpital Pelletier. Nous l'écoutons. Quand il y a des fortes chaleurs, notre organisme est exposé à un risque parce que les systèmes de régulation de la chaleur du corps est dépassé. Si la personne n'est pas allée à un endroit où il fait frais, il peut avoir même une malaise, un choc, il peut tomber même, et il peut être hospitalisé et parfois il peut mourir même. Les personnes à risque, c'est les âges extrêmes, c'est-à-dire les bébés, les nourrissons et les personnes âgées. Mais il y a aussi une troisième partie, c'est les personnes malades. Essentiellement les personnes qui ont des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire, les personnes qui ont l'insuffisance rénale. Les médicaments qu'ils prennent aussi, comme les Lasix, les USC, les ARA2, sont aussi des médicaments qui peuvent aussi qui interfèrent avec le système rénino-angiotensine et donc la protection des reins n'est pas assurée et donc ce sont des gens qui peuvent passer rapidement à une insuffisance rénale aiguë et parfois s'il y a des fortes chaleurs importantes, ils peuvent avoir ce qu'on appelle rhabdomyolyse et aussi qui peut entraîner aussi une hospitalisation et une atteinte rénale. Il faut faire très attention à cette période. Les bébés et les nourrissons sont à risque. Donc pour les personnes qui n'ont pas de clim à la maison et qui ont des bébés et des nourrissons, normalement, ce qu'ils peuvent faire, c'est d'utiliser un pain mouillé, par exemple, et mettre devant les ventilos. Et nous avons également demandé conseil à un cardiologue en poste à l'hôpital de Balbala Chéro. Voici ses conseils pour les malades atteints de maladies cardiovasculaires. Nous sommes dans une période d'estivité, une période estivale, où la chaleur est très élevée dans notre contexte djiboutien et surtout chez les patients qui sont sous traitement antihypertenseur peut entraîner les risques de chute et d'hypotension orthostatique. Donc, raison pour laquelle nous conseillons en tant que cardiologue, nous conseillons à notre population de consulter chez le médecin cardiologue pour que celui-ci adapte leur traitement, surtout qu'il existe des traitements qui interfèrent des traitements qui interfèrent avec la chaleur et qui peuvent induire un risque de déshydratation. Les mesures dont il faut prendre, c'est de pratiquer une activité physique, de limiter la consommation en sel et de privilégier de manger, de consommer des aliments qui sont riches en fibres alimentaires, tels que les légumes, les fruits, et de contrôler toute comorbidité sous-jacente. Suite à l'alerte d'urgence sécheresse lancée concernant la sous-préfecture de Dora et plus précisément la localité Moukour, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a dépêché les premiers secours en vivres à hauteur de 10 tonnes comprenant du riz, du sucre, de la farine ainsi que 200 bidons de 3 litres d'huile et des cartons de lait. Ces premières distributions se sont faites en collaboration avec la sous-préfecture de Dora, des élus locaux et des localités touchées par la sécheresse. Cette action venant compléter une enquête d'évaluation faite par le MAS et une équipe de la préfecture de Dora constitue une première réponse humanitaire du gouvernement afin de protéger et assister les communautés touchées par la sécheresse. En parallèle, afin de répondre aux besoins essentiels des habitants et de garantir leur accès à une ressource vitale, la préfecture de Tadjoura a réagi par l'approvisionnement en eau des localités touchées. Le ministère des Affaires sociales et de Solidarité, tout en maintenant ses programmes de transfert de filets de protection sociale, continueront de coordonner et de mettre en œuvre avec les autorités locales des mesures visant à assurer la sécurité alimentaire dans la région de Tadjoura.
Après Tadjoura, direction Arta, où le chef d'état-major général des armées a présidé ce matin à l'Académie militaire interarmée d'Arta la cérémonie de clôture de la formation académique au profit de plusieurs de la 4e promotion des officiers spécialistes de la garde-côte djiboutienne. Dès son arrivée à Lamia, le chef d'état-major général des armées a passé en revue le dispositif de prise d'armes préparé à cet effet avant de rejoindre son emplacement à la tribune où l'attendait le préfet de la région d'Arta, le commandant de la garde-côte, le directeur de Lamia ainsi que le haut gradé de l'armée djiboutienne. Et la revue des troupes a laissé place ensuite à la lecture d'un verset du Saint-Coran pour l'ouverture de cet événement, ainsi que le discours du directeur de l'AMIA, le colonel Mohamed Moumin Abdi, que voici. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Monsieur le préfet de la région d'Arta, Monsieur le général, chef d'état-major général des armées, Monsieur le commandant de la garde-côte, Monsieur le directeur adjoint de la police nationale, officiers, élèves officiers, sous-officiers, militaires de rang, lauréats de la 4e promotion et spécialistes, honorables invités, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois de plus, c'est un honneur de vous accueillir et de vous souhaiter. C'est un honneur de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue à Arta et à Lamia au nom de tout le personnel de l'Académie militaire interarmée. Je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites de venir assister aujourd'hui avec nous à cette cérémonie organisée à l'honneur de la 4e promotion spéciale. Cette cérémonie est destinée à clôturer une formation militaire dense au profit des stagiaires de la garde-côte. Des courtes durées, cette formation dite spéciale a pour objectif d'entraîner des stagiaires qui ont déjà une spécialité ou un métier. Le but est de leur donner des compétences militaires pour devenir des leaders et des officiers. Cette 4e promotion spécialiste est le résultat d'une autorisation spéciale accordée par le SEMGA suite à une demande faite par le commandant de la garde-côte. Mon général, chers invités, cette 4e promotion est composée de 34 stagiaires dont la majorité détiennent le diplôme de master. Les stagiaires ont collectivement brillé par leur sérieux, leur dévouement et leur résilience. Leurs cadres et leurs instructeurs
ont apprécié le professionnalisme et leur volonté d'apprendre. Leur dévouement et leur engagement individuel furent remarquables. Je profite de cette opportunité pour féliciter chacun d'entre eux pour avoir atteint ces jalons significatifs de la carrière militaire. Je souhaite à chacun d'entre vous une carrière remplie de succès, de fierté et d'accomplissement. Restez toujours fidèles à votre engagement envers notre pays et envers vous-même. Je souhaite ici, au nom de tout le personnel militaire de l'AMIA, remercier Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, pour sa confiance et son soutien constant. Je tiens aussi à remercier le colonel Waïs Soumar Bororé, commandant de la garde-côte, pour sa confiance, pour sa coopération et pour avoir fait appel aux compétences des instructeurs et des cadres de l'AMIA. Dans le succès de ce stage, je loue particulièrement l'investissement de tous les militaires de l'Académie et en particulier le commandant de promotion. Mon général, en conclusion, ce quatrième stage spécial est une nouvelle démonstration de la polyvalence de l'AMIA en tant qu'institution de formation militaire. Après les réformes qui ont abouti à la création du cours de capitaine et du stage d'application, l'AMIA est aujourd'hui positionnée pour répondre aux besoins des institutions de défense et de sécurité pour l'entraînement de leurs officiers. Et après 6 mois de dur labeur pour cette formation très intense à laquelle ont pris part ces élèves officiers, les lauréats de cette 4e promotion de spécialistes se sont vus remettre leur diplôme à la suite d'une proclamation de résultats riches en émotions. 13,14 sur 20. La moyenne du premier déclassement est de 15,71 et celle du dernier est de 10,95. 30 stagiaires ont une moyenne égale ou supérieure à 12 sur 20 et sont déclarés admis au stage de formation officiers et spécialistes. 4 stagiaires ont une moyenne inférieure à 12 sur 20 et sont déclarés échecs au stage officiers et spécialistes. Donc, nous allons passer à la remise des diplômes aux élèves officiers les plus méritants par les autorités. Arlagu kam anahay tirlayrkadanahay adiga hadantanahay ololyo dabanahay onkod iyo xolobanahay adilaga baqanahay seflaba aflanahay gesiyaminanahay indhihi dalkanahay Dans l'actualité également, l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, Cengiz Uras, a organisé une réception ce matin pour commémorer la journée de la démocratie et de l'unité nationale suite à la tentative du coup d'État dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. La journée du 15 juillet a été officiellement déclarée fériée, journée de la démocratie et de l'unité nationale. Pour ce 7e anniversaire placé sous le thème du siècle de la Turquie, une série de manifestations commémoratives ont eu lieu donc aujourd'hui dans tout le pays et dans toutes les ambassades turques à l'étranger. Très vite donc à la suite de ce putsch manqué, le pont de Bosphore a d'ailleurs été rebaptisé pont des martyrs du 15 juillet. 251 personnes ayant perdu la vie tandis que l'on comptait près de 3000 blessés. Plus d'une cinquantaine d'entraîneurs se sont retrouvés donc aujourd'hui dans la salle de conférence du centre technique de la Fédération djiboutienne de football pour les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'amicale des entraîneurs djiboutiens de football, parrainée par le président de l'association des entraîneurs. Cette assemblée a été l'occasion pour les membres de cette organisation de passer en revue le bilan des activités de l'année, le bilan financier, les perspectives de l'année prochaine et d'autres sujets concernant les entraîneurs nationaux. Notons
notant la présence à ces travaux des anciens entraîneurs de football des années 80 et 90. Au cours de cette assemblée, des récompenses et des attestations ont été remis aux meilleurs entraîneurs de la première, deuxième et troisième division, ainsi que du football féminin. Et enfin, donc, actualité internationale, l'Inde vise à nouveau la Lune, lancement réussi pour la fusée Chandrayaan 3. L'Inde vise à nouveau la Lune, c'est un lancement réussi. Donc, la mission va durer 14 jours et coûter près de 75 millions de dollars. L'Inde a lancé une fusée non habitée vers la Lune, où elle tentera pour la seconde fois de rejoindre le club très fermé des pays ayant réussi un alunissage contrôlé. Actuellement en France, le Premier ministre indien Narendra Modi a tweeté que la mission spatiale portait les espoirs et les rêves de tout un peuple. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.